Nous finalisons l'installation. Et donc nous allons poursuivre sur les questions de qualité de vie au travail, mais également de santé au travail, en s'interrogeant et en essayant aussi de voir un petit peu quelles sont les bonnes pratiques dans ce domaine. Et pour ceci, nous allons avoir 4 contributeurs, et quand j'aurais dû commencer peut-être par des contributrices, voilà, et des contributeurs, pour traiter de cette question-là. Et je vais tout d'abord enclencher le débat, les discussions, en orientant un petit peu cette table ronde sur les questions relatives au cadre réglementaire et juridique. Et je vais glisser la parole immédiatement à Monsieur Di Maggio, qui va vous brosser, je pense, les grandes lignes de ces caractéristiques-là, pour ensuite, après, céder la parole aux autres intervenants. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de vous dire, puisqu'il faut parler finalement de l'intérêt de ces questions de santé et sécurité au travail, et notamment de santé, puisque on parle beaucoup d'humain aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que ce nouveau contrat social, donc, qui a été évoqué tout à l'heure, il est inscrit déjà dans le code. Il est inscrit dans l'article LP 261 qui impose à l'employeur de prendre des mesures, ou en tout cas de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux salariés qu'il emploie des conditions de travail sécuritaires. Et pour mettre en œuvre ces mesures, il doit mettre en place des actions de prévention, et on en a parlé, ou on va en parler aujourd'hui ou tout à l'heure, des actions d'information et de formation, on n'arrête pas de parler de formation et d'information depuis ce matin, et une organisation et des moyens adaptés. Voilà. Et en cela, finalement, ce nouveau contrat social, il renvoie à une prise en compte de l'humain et finalement à replacer dans le contexte du travail et en premier lieu l'humain lui-même. La plus grande richesse de l'entreprise, on l'a souvent dit au travers des différentes manifestations qu'on organise ou sessions d'information, la plus grande richesse de l'entreprise, c'est son savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est pas juste la pelle mécanique ou l'ordinateur qui sait le faire. Le savoir-faire, c'est d'abord l'humain. Et si on ne prend pas en compte l'humain, alors forcément, on a des gens qui viennent au travail en marche arrière. Et s'ils viennent au travail en marche arrière, inévitablement, eh bien, le travail s'en ressent. Alors après, est-ce que effectivement on arrive à des résultats probants et instantanés? Bien sûr que non. Tous les dirigeants ici et toutes les personnes qui s'impliquent dans la ressource humaine ou dans la gestion de la ressource humaine savent très bien que ça prend un temps important, quoi. Au fond, en 2009, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu cette révolution. Et puis vient la loi en 2011 sur les relations de travail et l'interdiction de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Mais la loi sur les relations de travail renvoie à des outils de prévention finalement de ce risque psychosocial. Chacun dans l'entreprise et toute personne, et là il ne s'agit pas ni de l'employeur ni du salarié, on ne vise ni l'un ni l'autre, c'est toute personne a droit à des relations de travail exemptes de toute forme de violence, qu'elle soit verbale, physique, etc. Et à partir de là, il y a donc pour la gestion de cette ressource humaine des outils qui permettent, et qui sont fixés par la loi, qui permettent d'améliorer la question de la relation de travail dans l'entreprise. Ces outils, il faut les utiliser. Et moi, j'ai souvent envie de dire que dans cette nouvelle forme de contrat social, il faut dépassionner la relation avec les institutions, et je pense essentiellement à l'inspection du travail, mais c'est un peu ma famille, entre guillemets. L'inspection du travail, ça peut être un partenaire. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas très sympa, mais ça peut être aussi un partenaire. Et l'employeur n'est jamais seul, finalement, en Nouvelle-Calédonie, ça c'est sûr et certain. L'employeur n'est pas seul pour faire face à la gestion de ces questions de relations de travail ou de ces questions de gestion de la ressource humaine. Il y a beaucoup d'institutions qui peuvent aider l'entreprise, d'une part financièrement, mais même d'autre part techniquement. Je crois que la plus grosse difficulté dans les questions de santé et de sécurité au travail, c'est
on a l'impression que, comme le code impose à l'employeur de prendre ces mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, que c'est quelque chose de simple. Non, ça n'est pas simple, c'est un métier. La santé et la sécurité au travail, c'est réellement un métier. Et même dans la question de l'évaluation des risques, parce que je pense que tout le monde pense à cette notion d'évaluation des risques, l'évaluation des risques n'est qu'un outil. Et puis finalement, c'est la spécialité de quelques personnes. Parce que il y en a un de risque, qui est le risque psychosocial, et qui n'est pas forcément à la portée du consultant qui est spécialisé techniquement dans le risque chimique, le risque électrique et d'autres. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de dispositions et d'outils et d'institutions et de consultants qui permettent, et je pense aussi effectivement à la médecine du travail, qui est un acteur essentiel dans la gestion finalement de cette ressource humaine. Et je crois que le devoir de l'employeur, c'est en premier lieu, et de toute l'organisation qui va mettre autour de la gestion de la ressource humaine, c'est de bien comprendre le fonctionnement de toutes ces institutions, d'aller les chercher, d'aller les impliquer. Ensuite, il n'y a pas de démarche de prévention des risques professionnels qui fonctionne sans un partage évident de la responsabilité du succès avec les travailleurs. Alors, comment on implique les travailleurs dans ces questions et dans ces efforts à faire pour changer la vision qu'on peut avoir du travail? Bien évidemment, il y a encore là aussi des outils et c'est un travail qui va prendre du temps. Mais ces outils-là, on peut les trouver au travers de consultants, on peut le trouver au travers, bien entendu, de la littérature, mais il y a une composante essentielle, et on l'a souvent dit, l'employeur tout seul, il peut être fondé des meilleures visions et des meilleures prédispositions ou dispositions. Tout seul, il ne réussira à rien du tout. Ça ne peut pas fonctionner si les salariés ne sont pas impliqués. Et s'ils ne sont pas, plus qu'impliqués d'ailleurs même, acteurs. Clairement acteurs de ce changement. Ce nouveau contrat social, c'est évident qu'aujourd'hui, on remet l'humain au centre du dispositif travail. Mais ça ne peut fonctionner que par l'adhésion totale du groupe. Et on peut évidemment faire sortir de ce groupe, finalement, employeurs-salariés, les instances représentatives du personnel, qui, elles, sont évidemment partie prenante et plus que jamais. On a entendu parler tout à l'heure de mutualisation de moyens. Moi, j'ai l'impression que, en entendant les chiffres ce matin de l'ISEE, que vu que 80% des entreprises de la Nouvelle-Calédonie ont 9 ou moins de 9 salariés, comment on rend finalement cette notion de gestion de la ressource humaine accessible à ces 80%, à ces 80% d'entreprises. Parce que la gestion de la ressource humaine, avoir un DRH ou une personne dédiée juste à la gestion de cette ressource, ça ne concerne pratiquement que 3% des entreprises de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que l'enjeu aujourd'hui sur la gestion de la ressource humaine, il est là. C'est comment on va permettre à des petites entreprises qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas les compétences même, et pour ne pas dire qui ne vont pas dégager les fonds financiers nécessaires d'accéder, comment on va leur permettre d'accéder à ce niveau de qualité d'entreprise fondé sur ce nouveau contrat social. Et je me semble que l'enjeu, il est là. Et la réflexion de la NDRH, puisque c'est finalement l'entité qui regroupe l'ensemble de ces personnes-là, je crois que l'enjeu, il est là. Et on a des dispositifs, encore une fois, vous savez, la loi, c'est le plancher bas. On écrit de la loi pour protéger les biens et les personnes. Et la question du groupement d'employeurs, elle vient peut-être amener une solution à cette question d'accessibilité de la gestion de la ressource humaine à toutes les entreprises. Parce qu'il est évident qu'on peut agir sur les 3% des entreprises qui représentent plus de 50 salariés en Nouvelle-Calédonie, mais c'est rien à côté de notre système à nous. Et c'est ce qui fait notre particularité, c'est que justement, on a 80% des entreprises qui ont 9 salariés, c'est-à-dire qui n'ont même pas de délégué du personnel, réglementairement. Voilà, je dirais que
la question de la prévention des risques professionnels, elle vise 3 volets. Elle vise d'abord un problème d'éthique. On va au travail pour gagner sa vie, pas pour la perdre, bien entendu, ou pour souffrir des conséquences du travail. L'autre volet, bien évidemment, il est social, parce que ça coûte énormément d'argent que de pallier à cette question des accidents du travail. Je vais juste vous donner quelques chiffres rapidement, bien que ce ne soit pas mon rôle, ce sera plutôt celui de la CAFAT. Les accidents du travail, c'est en moyenne 4300 par an, c'est 4 à 5 décès, donc des personnes qui partent un matin et qui ne rentrent pas chez elles. Et puis c'est 1 milliard de francs, rien que les accidents du travail. Si on y rajoute les maladies professionnelles, on est à 3 milliards. Et si on rajoute les accidents de la route qui n'ont rien à voir avec le travail, mais qui sont une réalité quand même en Nouvelle-Calédonie, c'est 14 milliards. Et qui paye? Qui paye? La question, elle est simple. Qui paye? Employeurs et salariés. Voilà. Et donc, c'est un enjeu pour le pays, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met depuis presque une dizaine d'années maintenant d'énormes moyens, en termes de millions, des moyens financiers, d'accord, pour organiser des sessions comme celle-là, des sessions d'information, des sessions de réflexion, des sessions ou même, je dirais, des fonds à disposition des entreprises pour pouvoir leur permettre pour qu'elles puissent se développer dans ces domaines-là. Voilà. Et puis c'est un problème évidemment économique, parce que Gwenaël tout à l'heure en parlait. Le coût indirect d'un accident, il est phénoménal. Si un accident du travail est de l'ordre de 280 000 francs pour la société, chiffre annoncé par la CAFAT, on a estimé que le coût d'un accident du travail pour une petite entreprise, et je ne parle pas de quelqu'un d'un salarié ou d'un travailleur qui a cassé le pick-up et puis qu'il faut remplacer le pick-up. Non, je parle de quelqu'un qui tombe d'une échelle, qui s'est cassé un bras et qui va être absent 3 mois, quoi. C'est au minimum 500 000 francs. En plus, évidemment, du remplacement de la machine, etc., etc. Il y a des entreprises qui ont eu des accidents du travail, et quand elles se retrouvent devant le tribunal, qui ferme, qui n'a d'autre solution que de fermer et donc de licencier du personnel. Voilà. Et donc les enjeux, aujourd'hui on parle de culture de la sécurité, Tanguy va nous en parler tout à l'heure, je pense, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, en 2008, on a commencé à faire de la prévention des risques professionnels, de la communication, des grosses manifestations, semaine santé-sécurité, journée mondiale, matinée de la prévention, forum de prévention de la CAFAT, etc. Et on a noté en 2012 une baisse des accidents de travail. Et depuis 2012, on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres qu'a présenté l'ISEE, depuis 2013, 2014 et je pense 2015, puisqu'on n'a encore pas les chiffres de 2015, on stagne, on n'avance pas. Et ça, c'est le lot de tous les pays. Tous les pays qui ont créé de la loi pour rentrer dans les questions de prévention des risques professionnels ont vu des avancées significatives, et on ne peut pas dire qu'on n'en voit pas. Comment se fait-il que, par exemple, en faisant le tour de la ville, en regardant tous les chantiers de construction du bâtiment, on voit des gens avec des casques, on voit du balisage, on voit un certain nombre de choses qui se sont améliorées par rapport aux 10 dernières années, et que le secteur du BTP est toujours le secteur le plus accidentogène. Voilà. Eh bien, l'humain se responsabilise au travail, l'employeur ne vise que l'objectif et bien moins le confort du salarié au travail, etc., etc. Donc, il y a une nouvelle approche à amener, et effectivement, c'est par la ressource humaine ou la gestion de cette ressource humaine qu'effectivement on peut arriver à des résultats. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci bien pour ce constat. Donc, on a bien compris, la loi, un certain nombre d'efforts qui ont été réalisés, mais encore du travail à réaliser. Justement, vous avez évoqué la question ou l'intervention de Monsieur Tanguy Prat, bien sur les questions relatives à la sécurité et au risque. Donc, je vais vous glisser la parole pour que vous nous puissiez un peu nous présenter la situation et votre analyse. Et ensuite, je la reprendrai. Merci. Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Approchez votre micro, prenez la main. Donc, rebonjour, ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, voilà, je m'appelle Tanguy Pratt et je suis gérant de l'entreprise TP Risque. Et donc intervenant dans le domaine de la prévention des risques, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Je voulais d'abord, pour commencer, rejoindre le diagnostic qui a été fait pour commencer par Philippe et de rappeler le coût. En fait, on est sur des coûts cachés. Ça a déjà été dit ce matin. Et malheureusement, ces coûts cachés, ils sont rarement mesurés dans les entreprises. Et donc, c'est une faiblesse pour réaliser l'intérêt déjà la magnitude des problèmes en prévention et l'intérêt pour un chef d'entreprise de s'y intéresser. Et pour les dirigeants de la société aussi. D'abord, c'est un problème sociétal avant même les entreprises. C'est donc une difficulté pour que nos dirigeants se rendent compte de l'importance du problème. Donc, j'ai regardé le dernier rapport CAFAT et je ne sais pas, tu as dit 4 milliards. Je crois que sur 2014, le coût des accidents de travail et des maladies professionnelles était de 5,3 milliards de francs CFP. Et donc ça, c'est payé au global par les cotisations des employeurs sur la masse salariale. Donc c'est énorme. Et en termes de prévention, bon, c'est deux phénomènes différents, mais c'est vrai que les accidents de la route sont aussi un problème de prévention dans notre société. Et là, le coût qui était rapporté par la DAS en Nouvelle-Calédonie était moi j'avais lu 15 milliards de francs CFP. Donc si on commence à additionner tout ça, on se rend compte que le déficit des comptes publics, ça peut être directement attribuable à ces problèmes de prévention, ces problèmes sociaux de comportement. Quand je dis comportement, je ne cherche pas à incriminer les gens, mais une approche intelligente, c'est justement, ça va être de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et d'où viennent ces problèmes à la fois humains et dans une approche intelligente, on les rattache toujours à l'organisation de l'entreprise ou l'organisation de la société, aux croyances qu'il y a dans la société. Donc c'est là-dessus qu'on va devoir travailler. Et puis donc là on est arrivé à 20 milliards, mais il y a aussi les problèmes de santé, de nouveau liés au comportement. Et dans une approche de prévention efficace, ce qu'on met en œuvre, ça pourrait servir aussi pour travailler sur les comportements des individus. En tout cas, on insisterait beaucoup sur la prévention au lieu des soins. La prévention, soigner, ça coûte très cher, et si on peut prévenir de façon efficace, c'est sûrement un meilleur investissement que de soigner. Ça explique des déficits sur certaines branches du système CAFAT. Voilà, donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de rentrer un petit peu dans les causes de cette situation. Et je pense qu'il y a un manque d'analyse sociétale de nos dirigeants, un manque de lecture de la magnitude du problème. Et aussi pour les chefs d'entreprise. Donc ils ont besoin d'avoir cet indicateur du coût que ça représente. Aujourd'hui, on parle beaucoup de performance des entreprises en Calédonie, mais on rentre rarement sur qu'est-ce qui constitue la performance. Donc c'est comme une boîte noire, mais la maîtrise de la prévention des accidents, la gestion des ressources humaines sont des facteurs essentiels de la performance des entreprises. Donc il faut vraiment réussir à faire comprendre ça à nos dirigeants, aux chefs d'entreprise. Alors on a vu que l'implication du chef d'entreprise est ensuite le point de départ de tout changement. Je pense que ça a été bien expliqué par Nathalie. Et c'est un gros défaut dans la prévention, c'est de vouloir déléguer la prévention à quelqu'un qu'on appelle le responsable hygiène et sécurité. À partir du moment où on commence à déléguer la sécurité dans une entreprise, on a probablement déjà mis la graine pour l'échec. C'est-à-dire que la responsabilité de la prévention, elle incombe d'abord, en premier lieu, au chef d'entreprise. C'est juridique, mais aussi toutes les entreprises qui ont réussi en prévention, c'est démontré par des études, c'est des entreprises dans lesquelles le chef d'entreprise a une compréhension du phénomène accidentel, a une compréhension de pourquoi on a des accidents et ce qu'il faudrait faire pour les prévenir. Donc moi j'insiste beaucoup en prévention
par le fait qu'on commence les formations au niveau des chefs d'entreprise. Et quand on le fait, ils sont surpris et ils se rendent compte de ce qu'ils ont à faire, à modifier et le projet donc qu'ils doivent développer dans leur entreprise. Alors après, une des difficultés, c'est le tissu économique calédonien qui est constitué de très petites entreprises. Et donc c'est sûrement l'enjeu. Je dis pas que là-dessus, c'est peut-être le point qui est le plus difficile pour trouver les solutions, mais ça va être sûrement des solutions partagées. Je sais que la direction du travail via Philippe essaie de trouver des solutions pour encourager les entreprises et à faire travailler des ressources de façon partagée. Donc voilà. Alors voilà, l'approche de changement, ça va être nécessairement une approche de changement par le haut, donc par l'application des dirigeants. Et donc également, quand on dit approche par le haut, c'est donc de changer les facteurs organisationnels et de pouvoir agir sur l'organisation de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'efforts de formation ils sont faits sur former des sauveteurs secouristes du travail. La prévention, c'est encore dans la conception des dirigeants, former un secouriste. Oui, mais votre secouriste, il va être utile à partir du moment où quelqu'un s'est blessé. Donc c'est un peu une ineptie en termes de prévention. Pareil, former quelqu'un à utiliser un extincteur. L'incendie a déjà eu lieu, donc c'est encore de nouveau une ineptie. C'est pas là qu'il faudrait mettre le plus d'argent. Et il vaudrait mieux réfléchir en amont sur les causes et le travail sur les bâtiments, les installations de détection pour éviter d'avoir des incendies. Et donc, pareil, les formations gesto-posture, si vous modifiez pas votre système, si la charge est trop lourde, vous pouvez former la personne, mais elle pourra pas lever 30 kilos sans se blesser. Donc, il faut améliorer le niveau d'intervention qu'on réalise en termes de prévention dans l'entreprise. Et donc ça passe aussi de notre côté, par la professionnalisation de notre secteur. Donc on est en train d'y travailler via le groupement des professionnels en santé et sécurité. Parce que historiquement, mais peut-être que c'est la même chose dans le domaine RH. Je vais respirer un petit peu parce que je suis en apnée depuis 10 minutes. Je devrais m'y mettre, peut-être que je serais pas mauvais. Alors, attendez, je respire un peu. Oui. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. Donc, attendez, j'ai perdu le fil. Donc voilà. La prévention, c'est un domaine qui est récent. Donc, il y a 30 ans, il n'y avait pas de formation dans notre domaine. Et peut-être que c'était la même chose en termes de ressources humaines. Donc là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit lors de la présentation précédente de Gwenaël. C'est que dans ce domaine nouveau, il est vraiment indispensable qu'on passe par des gens qui ont été formés au départ. Et puis également la formation continue, parce que ce que moi j'ai appris il y a 15 ans par ma formation initiale, ça correspond plus aux meilleures façons de faire de la prévention aujourd'hui. Donc un enjeu pour la Calédonie, ce sera ou pour moi déjà, ça va être de continuer à me former pour donner le meilleur et ce qui se fait de mieux dans le monde actuellement. Donc ici on est isolé, on est doublement isolé. C'est-à-dire que le premier isolement, c'est qu'on est une île. Bon, ça, je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour vous. Et le deuxième isolement, c'est qu'on copie beaucoup de choses sur le système métropolitain. Mais en prévention, ce qui se fait de mieux, c'est pas forcément en métropole. Donc il faut aussi élargir les points de vue et les endroits où on va aller prendre des informations, des méthodes de travail et des nouvelles stratégies. Donc, en termes de prévention actuellement, je dépasse le temps ? Peut-être un petit peu. Il faut que je conclue ? Alors, je vais aller vite. Donc, aujourd'hui, en termes de prévention, une approche qui a fait ses preuves dans le monde, c'est le développement de la culture de sécurité dans les organisations, dans la société. Ça démarre d'en haut. Et ça ressemble beaucoup à ce que Nathalie a évoqué ce matin dans son entreprise, et ça produit des résultats fantastiques. Donc, j'espère que l'année prochaine, Nathalie pourra venir nous convaincre un peu plus. Parce que c'est des exemples.
qui permettent aux chefs d'entreprise aussi de mesurer l'intérêt des expériences qui ont été menées par d'autres. Et ils vont pas croire sur des preuves théoriques, ils vont croire sur la pratique. Et cette approche, elle va avoir des impacts indirects énormes. C'est-à-dire que ça va réduire les accidents, mais l'absentéisme, ça va améliorer la motivation des employés, ça va améliorer la communication au sein de l'entreprise. Les impacts de cette approche de changement va être énorme. Donc j'y crois beaucoup. Et j'étais content d'entendre ça ce matin. Voilà, en termes de prévention, les outils qu'il faut modifier, c'est la façon dont on analyse des accidents. Aujourd'hui, on travaille avec l'arbre des causes. À la fin, c'est un peu une méthode qui est dépassée. Et à la fin, en se posant les questions, la cause de l'accident, c'est que la personne est venue travailler. Donc, on peut arriver à tout et n'importe quoi avec cette méthode. Ce serait quelque chose qu'il faudrait améliorer. Aussi, comment on communique auprès des employés. Aujourd'hui, c'est fais pas ci, fais pas ça. Ça marche pas. Donc, il faut revoir. C'est pas motivant. Et quand on tourne le dos, ça coûte cher parce que ça suppose de contrôler les travailleurs et on les a pas responsabilisés. Donc voilà, je vais finir. Merci. Merci. Donc voilà, l'enjeu c'est de développer une approche intelligente de la prévention, une approche par le haut et adaptée aux PME. Merci bien, j'aurais peut-être pas dû lui laisser le micro, hein, vous voyez. Bon, alors justement, vous avez évoqué les exemples et les bonnes pratiques. Bien, je me tourne. J'ai deux dames à côté de moi. Qui veut commencer pour exposer ces bonnes pratiques? Vous souhaitez? Allez-y. Voilà. Bon. Je peux même le prendre là? Oui, tout à fait. Voilà. Bonjour. Donc moi, je suis Catherine Mazocco. Je suis la DRH de la société Nestlé en Nouvelle-Calédonie. Alors, je participe à ce colloque depuis ce matin. J'entends plein d'intervenants, d'interventions tout aussi intéressantes les unes que les autres. Donc, je me pose la question depuis ce matin, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Donc, passant après Gwenaëlle qui a fait une super intervention sur tout l'historique, etc. et tout, je me suis dit, bon, on va aller au plus simple, je vais vous raconter une histoire. Alors, déjà, un petit focus sur le groupe Nestlé. Donc, le groupe Nestlé Monde est un groupe suisse qui a été bâti il y a 150 ans par un homme qui s'appelait Henri Nestlé. Vous allez avoir droit à la petite histoire historique qui est superbe, et qui a décidé de sauver la vie des enfants qui mouraient parce qu'ils étaient allergiques au lait maternel. Donc, apprenant le métier de pharmacien sur le tard, puisqu'il avait plus de 50 ans quand il a créé son groupe, il a décidé d'inventer une formule de lait maternisé. Donc là est né le groupe Nestlé qui a 150 ans cette année. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Henri Nestlé croyait en 3 valeurs essentielles et qui vivent également encore à ce jour dans notre groupe. La première valeur, c'était que c'était un Suisse, hein, donc Suisse égale argent, donc il fallait qu'il gagne de l'argent avec sa compagnie, donc ça c'est pas mal. Mais il s'est dit, on ne peut pas gagner de l'argent si on n'y associe pas 2 autres composantes qui sont super importantes. Le client, le consommateur, donc gagner de l'argent en faisant des produits qui, si possible, n'abîment pas le consommateur et qui permet au consommateur d'acheter de nouveau les produits Nestlé. Et d'autre part, on n'arrivera pas à ça si on ne met pas le cœur de nos activités autour de l'homme. Depuis 150 ans, c'est exactement ce qui se passe dans notre société. L'homme est au cœur de tout. Donc quand j'entends que, en effet, toute la prévention doit partir du haut, etc. et tout, il faut savoir que dans le groupe, au niveau monde, on est à peu près 350 000 personnes. Il y a une moyenne d'ancienneté de 25 ans monde. Donc ça veut bien dire qu'ils ont trouvé peut-être une technique au niveau de la qualité de vie au travail qui marche. Puisque les gens rentrent chez Nestlé, c'est un peu comme au couvent, et ils n'en sortent jamais. Même ceux qu'on voudrait bien voir sortir, mais bon, il y en a qui s'accrochent. Donc on n'en sort pas. C'est un peu comme rentrer en religion. Pourquoi? Donc je vous le disais, l'homme est vraiment au cœur. D'accord? Maintenant, je vais recentrer un petit peu sur la Calédonie. Donc le groupe Nestlé en Nouvelle-Calédonie, c'est 38,9 personnes. Nous, on les coupe un petit peu. Donc on a 39 personnes, puisqu'il y a quelqu'un qui travaille à mi-temps. Donc, on a 39 personnes dans notre société. Moi, j'ai intégré le groupe il y a 4 ans. Quand j'ai intégré le groupe, il y a eu un constat qui m'a sauté aux yeux. On rentrait dans le dock sans gilet de sécurité. Si possible, sans chaussures, c'était encore mieux. On faisait absolument pas attention à la vitesse des élévateurs, etc. et tout.
tout le monde, quand on parlait de sécurité au travail, donc là, j'ai entamé un peu quelque chose sur la sécurité. On me disait, mais non, ça c'est le directeur, ça c'est la HSE, ça c'est machin, mais c'était jamais la faute à personne. On avait à peu près 2 accidents du travail par an. On avait donc qualité de vie, maintenant j'ai élargi un petit peu, 80, presque 100 jours d'absence injustifiée non sanctionnée dans la société. Autant dire, je me suis dit, mon Dieu, où est-ce qu'on arrive là? Surtout que le groupe Nestlé a ses valeurs d'être humain. Donc je me suis dit, bon, donc on est parti de zéro et on s'est dit, avec la direction générale, on va reconstruire quelque chose. Donc notre technique, elle a été très frontale, c'est-à-dire qu'on a commencé par remettre un cadre. On s'aperçoit souvent, j'ai lu un article il y a assez longtemps sur qui émanait d'un dirigeant de ressources humaines français, alors je ne me rappelle pas le nom, mais il a fait partie des gros groupes, etc., qui disait quelque chose. Quand vous faites vos études, vous terminez vos études, vous rentrez dans la société, vous dites, dans une société, vous dites, chouette, je rentre dans le monde des adultes. Et cet homme-là, qui avait différentes expériences professionnelles à son actif, puisqu'il avait une 60aine d'années quand il a écrit cet ouvrage, il disait, mais vous croyez donc que vous êtes rentré dans le monde des adultes? Eh bien, détrompez-vous, vous repartez en maternelle. C'est-à-dire que dans une société, s'il n'y a pas de cadre, malheureusement, ça ne marche pas. À partir du moment où le cadre est posé, vous pouvez en effet parler de qualité de vie, d'engagement, etc. et tout. Mais tant que le cadre n'y est pas, vous pouvez pas. Donc quand vous rentrez dans une société il y a 4 ans de ça et que vous découvrez une petite sinistrose avec vraiment quelque chose qui était installé depuis de nombreuses années, etc. et tout, on se dit, bon, on va remettre le cadre. Donc on y est allé franco. On a expliqué aux gens que tout était obligatoire. Donc, les horaires, le port du gilet, le port des chaussures, tout. Le fait de ne pas faire de l'insubordination, etc. et tout était obligatoire. Et sanctionné si on ne suivait pas la règle. Ça a été une période assez mouvementée, mais toujours avec le sourire et surtout avec l'engagement complet de la direction générale. Parce qu'il y a quelque chose qui est toujours en fil, c'est que si ça part pas du haut, ça ne marche pas. Si l'exemple n'est pas montré, ça ne marche pas. Donc les cadres qui se permettaient de rentrer dans l'entrepôt sans gilet de sécurité, je peux vous assurer que la fameuse petite RH qui courait dans les couloirs, elle était là pour également dire aux cadres, non, ça va pas le faire. Si tu rentres dans le dock sans gilet de sécurité, tu dis aux gens qui travaillent dans ce dock-là, la sécurité, je m'en fous, et faites exactement la même chose. Donc tout le monde s'y est mis. 4 ans après, nous en sommes à 0 jour d'absence injustifiée. Parce que, bien entendu, les gens qui venaient pas travailler, malheureusement, ils ont perdu leur emploi, mais bon, c'était un petit peu de leur faute. On en est à 815 jours sans accident du travail. Et on en est surtout, et ça c'est une réussite exceptionnelle, quand vous osez pénétrer dans l'enceinte du dock, juste le demi-petit orteil, parce que vous dites bonjour le matin, vous avez 3 voix qui s'élèvent et qui viennent du dock en disant « chaussures !» Et ça, c'est une super réussite. Donc, c'est vrai on parle de qualité de vie au travail. Alors le groupe Nestlé, on est très engagé là-dedans. On essaye de faire en sorte que les gens y trouvent du bien-être. Ça fait partie de nos principes de valeur. On y met l'humain. On met l'humain avant tout. Le premier focus de la société, c'est l'humain. Donc on a un programme wellness que j'anime avec mon assistante ressources humaines, qui nous permet de développer plein de programmes. Donc on a fait un challenge d'EPA qui a duré 2 années de suite, où les gens avaient un podomètre et pour essayer de les remettre à la marche, etc. On a créé des gens qui font maintenant des raids. On a créé des gens qui sont en surpoids assez important dans la société, qui sont ultra connectés, qui regardent le nombre de pas maintenant tous les jours qu'ils font et qui sont toujours en challenge avec le voisin du couloir en disant « Ah, aujourd'hui j'ai fait 9800 pas, ah ben toi t'en as fait ». Voilà. Donc on a développé plein de petits trucs comme ça. Cette année on fait un terrain de pétanque, on a une bibliothèque interne, on fait des concours, notamment au niveau de la sécurité. Quand Tanguy dit qu'en effet il faut responsabiliser tout le monde, etc. En effet, nous la sécurité, c'est pas le chef d'entreprise. La sécurité, c'est tout le monde. Ce qu'on explique, c'est qu'il y a un lien entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Quand on parle de sécurité, on dit pas « il faut que tu mettes ton gilet de sécurité ». On dit « est-ce que ce soir, tu veux rentrer à la maison tranquillement ? Est-ce que aujourd'hui, tu as envie qu'un camion te renverse parce qu'il ne t'a pas vu ? Et donc, le soir, moi, je vais devoir appeler ta femme et puis je vais lui dire, malheureusement, il est passé sous le camion parce qu'il a pas mis son gilet. Donc, on lie énormément la vie à l'extérieur de la vie de l'entreprise. Et sérieusement, ça marche.
La dernière induction à la sécurité, puisque gros groupe, on est obligé tous les ans ou tous les 2 ans de passer de faire des inductions à la sécurité auprès de nos salariés. La dernière induction, les inductions sécurité chez le groupe Nestlé, c'est très formaté. Donc vous avez 3 politiques monde, si vous les lisez, vous y passez 3 plombs, bien ça intéresse personne. Donc on a décidé de faire un nouveau format et de poser la question à nos salariés en disant bon allez maintenant, c'est pour vous c'est quoi la sécurité? Bah tout y était. Le respect de l'autre, le respect des consignes, le respect de ma famille, le respect de moi-même, le respect de mon collègue, la protection de tout ça. Et ça c'est pas la direction qui a sorti ça, c'est les gens qui eux-mêmes ont pu répondre à ça. Et quand on voit dans une société un concours interne qui se met en place en se disant allez hop, on va trouver un slogan pour notre sécurité interne, pour le mettre sur nos gilets de sécurité, on a eu 30 slogans qui sont arrivés sur 40 personnes. 30 idées de slogans. Le premier prix, c'était un super bon d'achat, etc. et tout. Et maintenant, notre slogan, c'est notre slogan interne et tout le monde est rallié par rapport à ça. Donc quand on parle de qualité de vie au travail, on parle de prendre soin des gens. Et on parle d'essayer de mettre à leur disposition les meilleurs moyens pour qu'ils s'y sentent bien. Quand j'entendais Gwenaëlle parler de flexibilité, etc. et tout, c'est tout à fait ça. Maintenant que le cadre est mis, que les gens ont compris qu'en fait, l'essentiel pour eux était quand même de venir travailler le matin, de repartir en bonne santé, et que pendant les 8 heures, d'arriver quand même à s'occuper sympathiquement, en étant développé, etc. et tout, bah maintenant on parle de flexibilité. On a une entreprise où commence à se développer la polyvalence. On commence à rentrer dans donner à des personnes qui n'ont rien à voir avec un métier des projets à gérer sur un autre métier de l'entreprise. Parce que ce qu'on a expliqué à nos gens, c'est que on est de moins en moins, on a une population qui vieillit. Au DOC, par exemple, où la polyvalence était juste interdite, le mot était interdit. Maintenant, on commence à avoir des gens qui deviennent polyvalents. Et pourquoi? Parce qu'on leur a expliqué. Si tu fais ça toute la journée sur ton chariot élévateur, parce que sur ta fiche de poste, c'est marqué cariste, et que tu fais ça pendant 20 ans parce que tu dis non, je vais pas aider mon collègue qui lui est en train d'emballer des palettes, etc. et tout, eh ben ton bras, au bout de 20 ans, tu l'as plus. Alors que si dans la journée, tu descends un petit peu de ton chariot, tu vas un petit peu te faire du filmage, tu vas coller quelques étiquettes, tu vas aider l'autre qui est en train de ranger une palette, etc. et tout, tu vas moins souffrir également. Eh ben, 4 ans après, à force de répétition, les gens y vont d'eux-mêmes. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une jolie histoire que l'on vit, nous, dans notre société. Ça n'a pas été facile parce qu'on a été confronté à beaucoup de réticences, à des gens qui se sont opposés. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est une communication, quand j'entendais Eric également parler de ça ce matin, une communication ouverte, tout est dit. Donc, qualité de vie au travail. Quand il y a des postes qui se libèrent, tout est mis en transparence avec tout le monde. Quand on refuse une promotion interne ou un recrutement en interne, on explique pourquoi. Donc, transparence, on explique pourquoi. On a des faits, on a des tests. Voilà. Mais par contre, les gens qui postulent et qui essayent de bouger dans la structure, on y fait attention. Parce que c'est des gens qui ont eu le courage à un moment donné de se mettre en défaut et de se dire « j'ai envie de changer ». Donc, ces gens-là, on essaye de leur proposer autre chose pour leur donner un nouveau souffle et un nouvel avenir dans la société. Voilà. Donc, ça peut être, voilà, la qualité de vie au travail, c'est tout un ensemble de choses. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress de la part des DRH parce qu'en effet, on gère des choses tous et toutes qui sont pas aisées, etc. Mais en fait, si on le fait avec, en montrant l'exemple chaque jour, il faut que l'exemple parte du haut et ça, c'est super important. Et c'est pas parce qu'on est chef d'une petite entreprise de 5 personnes qu'on ne peut pas montrer l'exemple. Si ça part pas du haut, vous y arrivez pas. Donc, il faut une direction qui soit impliquée, qui décide d'y aller, de mettre son gilet, de décider de développer les gens et de suivre ses idées, et on y arrive. Mais c'est beaucoup de travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je vais passer la parole à Chérifa qui va également nous dresser le portrait ou les exemples qu'elle connaît. Mais si, il va marcher. Allô, allô. Voilà. Merci. Je suis plutôt dans l'interactivité, donc je vais essayer de faire très court, et puis après on se posera des questions si vous voulez. Moi je suis présidente de la CGPME, donc c'est une confédération patronale qui défend les petites et moyennes entreprises. J'ai une double casquette puisque mon travail c'est la prévention des risques et la santé sécurité au travail.
Donc c'est assez rigolo puisque quand j'ai pris mes fonctions de présidente, donc de patron des patrons, donc de patron, alors que pendant 11 ans je travaillais dans les entreprises avec les salariés, c'était assez rigolo parce qu'ils n'arrivaient pas à croire que on pouvait être à faire de la prévention des risques professionnels, à aider les entrepreneurs et être patron également. Donc de ce retour d'expérience, je me suis dit il y a un problème, on a un problème nous aussi. Donc les patrons, ce qui est pas simple de se le dire, mais c'était important qu'on puisse faire passer ce message puisque il fallait aussi que nous on se forme, qu'on s'informe et qu'on apprenne toutes ces nouvelles mesures puisque effectivement le tissu économique, on l'a dit, c'est des petites et très petites entreprises. En général, ce sont des chefs d'entreprise qui sont passionnés par quelque chose et qui se lancent et qui se disent bon bah voilà, je vais monter ma boîte, je vais y aller et puis après on verra. Sauf qu'après, le on verra, c'est qu'ils ont oublié qu'il faut un comptable, un RH, un machin, un truc, un bidule. Et quand ils sont pas accompagnés ou très mal accompagnés, ils peuvent se casser la figure. Et notre objectif, nous, c'est que on tient à notre tissu économique, puisque c'est aussi ce qui crée de l'emploi et c'est ce qui crée de la valeur ajoutée pour le pays. Donc, on a mis en place au sein de la CGPME une entraide entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de consultants puisqu'on a aussi des petites et très petites entreprises et des entreprises individuelles. Et on s'est dit on va se faire des midis casse-croûte parce qu'on n'a pas tellement le temps en fait de se former. Donc on va essayer de s'entraider pour cette partie formation. Donc de temps en temps on a un psychologue du travail, un consultant RH, etc., etc. Et on a mis aussi en place les Happy Entrepreneur Hours. Parce que on en a marre de parler toujours des problèmes et que des fois ça nous fait du bien aussi de nous retrouver pour, comme on l'a dit, comme Madame l'a exprimé, de parler de nos problématiques aussi, c'est-à-dire comment t'as fait toi, comment tu fais les choses, etc. Donc ça c'est dans la structure interne de la CGPME, donc c'est ce qu'on a mis en place depuis 2 ans et demi, et on s'est rendu compte que aussi on savait pas se dire finalement notre niveau d'incompétence. Et comme le principe de Peter l'explique très bien, savoir atteindre son niveau d'incompétence et se le dire, c'est pas forcément évident. Sauf que ce qui a marché, c'est qu'on se l'est dit entre pairs. C'est-à-dire qu'entre chefs d'entreprise, on a pu s'exprimer, on a pu se le dire entre chefs d'entreprise. Donc c'est quand même plus facilitateur, puisque la direction du travail nous dit qu'on fait super mal les choses, les salariés nous disent qu'on fait super mal les choses, enfin tout le monde nous dit qu'on fait super mal les choses, mais on essaye quand même de faire ce qu'on peut. Donc voilà, donc ça c'est pour l'approche plus interne d'entraide entrepreneuriale, parce qu'on est sur une philosophie aussi de collaboratif, parce qu'il a fallu aussi forcer nos chefs d'entreprise à aller à l'IRS, parce que c'était pas toujours simple de se dire je vais encore perdre une journée ou 2 jours ou 3 jours, mais il faut absolument que tu montes en compétence sur le dialogue social, sur tout ce qui se passe, quoi, tout ce qui arrive en plus de la gestion de nos entreprises. Donc moi je suis plutôt très satisfaite et ravie de travailler avec les gens qui m'entourent. En fait, les chefs d'entreprise, on est quand même 1100 entrepreneurs, donc j'ai 1100 gamins à gérer. Avec des points de vue complètement différents, parce que quand il s'agit de se mettre les uns en face des autres, c'est pas aussi simple. Mais je suis contente de l'implication de nos chefs d'entreprise aujourd'hui qui prennent conscience de la gravité de la crise, parce que même si on veut minimiser les choses, on y est dedans. Et pour nous, notre priorité, c'est déjà de sauver les entreprises et les emplois. Mais en parallèle, continuer à être proactif, performant et essayer de continuer à se former et s'auto-former. Et ça, c'est aussi bien en fait pour les salariés que les chefs d'entreprise. On n'a pas parlé beaucoup d'auto-formation, mais aujourd'hui, Google, mon ami, il nous aide beaucoup sur plein de choses. Donc, il faut aussi que la personne d'elle-même, elle ait envie d'aller chercher des informations et de s'auto-former aussi sur certaines thématiques. Donc voilà pour l'approche purement ce qui se passe chez nous dans la bande à nous autres. Ensuite, on est déjà sur effectivement, on parle d'économie. Aujourd'hui, on parle de proactivité, on parle de développement durable, on parle notre souhait, c'est vraiment de pérenniser nos entreprises. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui se dit je vais virer parce que j'ai que ça à faire. C'est pour nous renvoyer quelqu'un, c'est pas facile, quoi. On a beau dire ce qu'on veut,
Donc c'est pas facile de se dire je suis obligé de réduire les effectifs parce que on n'a pas à réduire nos effectifs si nos cahiers de commandes sont pleins, si on a une vision sur du long terme, etc. Donc il faut, je pense, beaucoup communiquer. Ça c'est vraiment la base des relations de travail et la qualité de vie. Je dis souvent aux gens, si tu t'ennuies, eh ben change de boulot. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais il faut vous éclater au boulot, sinon c'est juste pas possible. Donc trouver des moyens de bien s'éclater au boulot, ça c'est indispensable à mon sens. Et je voudrais juste dire qu'on a quand même nous le CDS et je pense pas que ça existe en métropole. Donc c'est le Conseil du dialogue social et pour moi c'est vraiment la maison des syndicats, que ce soit patronaux ou salariés. Il faut absolument faire vivre cet outil parce que on a besoin de notre case, on a besoin de palabrer. On a besoin d'échanger entre nous. Alors, on n'est pas toujours d'accord, ça s'engueule, ça se bat, ça machin, etc. C'est pas de souci. Mais c'est extrêmement important, en tout cas aux yeux de la CGPME, que ce conseil du dialogue social fonctionne pour qu'on puisse apprendre à se parler et puis après essayer de décliner dans nos entreprises. Voilà. Après, je reste à votre disposition si vous avez des questions particulières. Merci bien. Alors, comme mes collègues précédemment, 4 questions, pas une de plus. À propos des risques professionnels, j'ai écouté avec intérêt Monsieur Di Maggio qui parlait tout à l'heure qu'il y avait donc dans le Code du travail calédonien une règle, une loi obligeant tout employeur à veiller à la sécurité. Néanmoins, j'ai lu il y a quelques jours qu'il existe en France, je suppose que c'est un complément, ce qu'on appelle un document unique des risques professionnels. Je voudrais savoir si ça s'est révélé pertinent et d'autre part si ça existe en Nouvelle-Calédonie. Merci pour cette question, madame. Oui, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, il y a l'équivalent du document unique qui s'appelle pas le document unique, mais qui s'appelle le dossier d'évaluation des risques professionnels et qui est donc issu d'une enquête, je dirais, sur les conditions de travail et les modes opératoires des salariés et qui conduit donc à une opération qu'on appelle l'évaluation des risques professionnels. Voilà. Alors, est-ce que c'est probant? Bien évidemment que c'est probant parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à la façon de travailler des gens, à la qualité des équipements et des matériels, engins, appareils de toute nature qui sont mis à la disposition des travailleurs pour l'accomplissement de leurs tâches, inévitablement, on s'intéresse à des situations et on repère des situations qui sont à risque. Et derrière ce dossier d'évaluation des risques, ou en tout cas cette partie de l'évaluation, il y a inévitablement l'établissement d'un plan d'action qui vise à réduire le risque, sinon l'éliminer, dans un premier temps l'éliminer. Voilà. Donc oui, effectivement, la notion de documentation, de document unique existe en Nouvelle-Calédonie et c'est toujours de toute façon un outil extrêmement performant qui permet l'amélioration des conditions de travail sans aucun doute. Oui, je suis au fond. Je voulais dire un grand merci à l'université et principalement aux 3 cofondateurs de ce colloque. Moi, je suis là depuis ce matin et en tous les cas, au travers du prisme des RH, je peux vous assurer que le dirigeant que je suis et que je serai ne sera plus celui d'hier. Donc, merci à vous. Et puis, Sherifa, message personnel, vous montez quand dans le Nord? Merci encore. A priori, nous n'avons plus de questions dans la salle, ou d'encouragement et de remerciements. Donc, on va passer à l'étape suivante. Ah, pardonnez-moi. Il y a une dame qui a levé la main. On m'a dit... Oui, pardon, madame. Oui, merci. Oui, très beau colloque, effectivement. Mais moi, je travaille dans un secteur d'activité qui est un petit peu particulier, les espaces verts.
Je vous écoutais notamment au niveau de la sécurité. Bon, ça doit partir du haut, je suis d'accord, quand on met les moyens, à la fois matériels, humains, formation, j'en passais des meilleurs. Les EVRP, c'est fait, c'est calé, c'est HSCT, enfin la totale. Et quand on est face à un public, parce qu'on parlait d'épuisement tout à l'heure, je suis complètement d'accord. Quand on est face à des employés, à un public qui, excusez-moi, hein, je vais être cash, culturellement ne suit pas et ne veut pas suivre, parce que ça c'est une réalité de terrain. Il faut le dire, je tenais à le dire, parce qu'effectivement tous les moyens que l'on a mis en œuvre, que l'on continue de mettre en œuvre, les formations, mais c'est incroyable, c'est épuisant, je vous assure, mais j'ai toujours la niaque et je continue et je ne lâcherai pas le morceau, mais je peux vous dire que quand on n'a pas le répondant en face, y compris au niveau des syndicats, que fait-on? La question est là, que fait-on? On peut mettre 1000 stratégies en œuvre, mais quand ça ne répond pas, que fait-on? Parce que c'est quelque part culturel, notamment au niveau des anciens, des vieux, que je respecte, qui sont là depuis pas mal d'années dans la société, et qui sont assis sur un coussin assez confortable, je dirais, dans leur façon de fonctionner, et qui ne bougeront pas. Les lignes ne bougeront pas. Que fait-on? Avez-vous une solution, s'il vous plaît? Merci, parce que effectivement, c'est épuisant. En mettant tous les moyens et toute l'énergie, c'est pas si évident que ça. D'accord. Merci. Oui. En tout cas, vous savez, on ne peut pas entendre que c'est culturel. Ça, c'est clair et net. Si, c'est vrai. Si, je suis désolée. Pas la majorité, je dis bien pas la majorité. Mais, non, mais de toute manière, c'est pas comme ça qu'on approche ces questions, madame. Oui. En prévention des risques professionnels, il y a différents risques avec différentes façons de les aborder. Oui, tout à fait. On ne peut pas dire que c'est culturel, que c'est plus sur les uns que sur les autres. Certainement que s'il y a un résultat comme celui-là, il y a forcément une raison. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez fait un diagnostic des relations de travail dans votre entreprise? Oui. Non, mais je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez vraiment fait un diagnostic des relations de travail? Oui, bien sûr. Il y a un dialogue extraordinaire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vraiment. Par exemple, il y a des restrictions médicales. Tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué, mais par exemple, la visite obligatoire au SPID, elle se fait. Il y a des gens qui ont des restrictions médicales. D'accord? Pas de port de charge lourde, au-delà de 10 kilos, pas de travail agenouillé, enfin bref, etc. Oui. Il y a eu formation, il y a une restriction médicale, document à l'appui, comme quoi à la fois l'employeur et l'employé s'engagent mutuellement à respecter ces restrictions médicales. Quand moi, j'étais hier encore dans le Nord, quand je vois l'employé, j'emmène les dossiers, je sais qui travaille, et que je vois l'employé, je dis non, ça c'est pas possible. Mais je m'en fiche, on fait comme ça, puis moi je fais comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a un manque de cohésion et il y a un manque surtout de compréhension finalement de ces politiques. Oui, je crois que les politiques en matière de prévention des risques professionnels, il faut les présenter. Il faut obtenir l'adhésion de tout le monde. Oui, et il y a pour ça des outils. Je vous pose une question bien précise. Est-ce que vous avez fait un diagnostic des relations de travail? Il faut poser des questions, madame la répondre aussi. Ben oui. D'accord. Non, mais parce que si vous n'avez pas fait ce diagnostic des relations de travail, madame, tel qu'il doit se faire, hein, c'est pas j'ai communiqué, j'améliore le dialogue social. Non, mais attendez, c'est un échange. La personne en face de vous dit oui, je vais faire un effort. Et puis sur le terrain, non. On peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Non, mais c'est la réalité du terrain. Je crois que madame Linossi a des informations à vous donner. En tout cas, je vais essayer. Parce que Philippe, il parle souvent de l'article LP 161-1 du Code du travail qui rappelle les obligations du chef d'entreprise. Et moi, à l'inverse, je rappelle souvent l'article LP 261-10 qui rappelle les obligations du salarié. Du salarié, tout à fait. Mais ça, je l'ai mis en œuvre, effectivement. Ça a été expliqué. Il y a eu des réunions de travail, il y a eu des évaluations, alors, une information. J'entends bien.
Je pense, enfin après ça c'est un avis complètement personnel, donc ça fait plus de 15 ans que je fais la prévention des risques professionnels et malheureusement dans tous les systèmes de gestion qu'on a pu mettre en place, que ça soit pyramidal, transversal, ce que vous voulez, on casse le mode silo, on passe, le participatif reste la règle de base et ça j'en suis convaincue. Il y a des étapes, c'est-à-dire qu'il va y avoir sensibilisation, information, formation, sanction. Je n'ai jamais vu d'entreprises qui n'ont pas été à un moment donné obligées, malheureusement, de sanctionner, puisque c'est ce qui fait le starter pour la compréhension de quel est l'intérêt. Alors que ça devrait pas, puisque à la base on est là pour protéger les salariés. Mais techniquement, je n'ai jamais vu une entreprise ne pas être obligée à un moment donné, parce que c'est pas le monde de oui, de sanctionner. Après, effectivement, les procédures, les machins, etc., c'est compliqué. Ça, c'est déjà une priorité. Ensuite, effectivement, dans la qualité des relations, dans la qualité des échanges, etc., c'est un fondamental. Il faut expliquer le pourquoi du comment, ça c'est sûr. Mais si vous voulez asseoir votre autorité, je n'aime pas trop le terme, mais c'est une réalité. Les vilains petits canards, à un moment donné, il va falloir leur dire qu'on n'est plus dans la cour des petits, quoi. Parce qu'on a rappelé les enjeux économiques, financiers, en termes d'image pour l'entreprise. Donc, il y a des enjeux qui sont stratégiques par rapport à la santé, sécurité au travail. Donc, on peut pas se permettre parce que le pire, c'est que tout le travail que vous allez mettre, vous, en place, il va être anéanti aussi rapidement si vous faites pas ça. Parce que les autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire, bah oui, mais lui, on sait comment ça marche. Lui, il fait, mais lui, il fait pas. Pourquoi il a le droit de mettre les chaussures dans le dock et pas moi? Et pourquoi nana? Et puis alors là, on part dans un truc, voilà. Donc, il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient discutées avec les partenaires sociaux. C'est le cas, c'est le cas. Voilà. Et c'est-à-dire que l'engagement des partenaires sociaux, et j'en ai un qui est pas très loin, sur lequel on dit il faut qu'on signe une charte de bonne conduite, c'est-à-dire oui, l'employeur, c'est sa responsabilité principale, mais oui, le salarié doit être aussi acteur de sa sécurité, sinon ça ne peut pas marcher. Donc, comment on s'engage, et ça c'est les discussions qu'on peut avoir au niveau patronal et au niveau syndicat de salariés, c'est de dire aujourd'hui il faut qu'on signe cette fameuse charte pour arriver à travailler correctement et éviter que vous fassiez des burn-out, parce que si on faisait une analyse réelle de qui fait des burn-out, en général, c'est les chefs d'entreprise, les cadres et les DRH, et je vous remercie d'être là, les DRH, parce que c'est un travail qui est exceptionnel à mes yeux. Donc, je pense qu'on n'a pas le droit de se mentir, on peut pas dire que la partie sanction n'est pas envisageable, parce que aujourd'hui, on peut pas dire ça comme ça. Pour la partie culturelle, alors moi j'ai aucun souci à le dire, oui, nous n'avons pas de culture sécurité, mais en France non plus. On est super en retard sur les pays anglo-saxons, québécois, japonais, etc. Donc moi j'ai pas honte de dire qu'on est super en retard. Par contre, comment on fait pour améliorer les choses, pour avancer, et pour la partie qualité de vie, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais nous on se sent vraiment très isolés dans le sens où le domaine de compétences pour la partie qualité psychologique, ce sont les médecins du travail et les psychologues du travail. Donc, quand il y a besoin de diagnostiquer correctement, nous n'avons pas, chef d'entreprise, la compétence, ni en interne, ni personnelle, de pouvoir identifier ce que c'est que un harcèlement. Un harcèlement, sauf si les médecins dans la salle peuvent me dire que je me trompe, c'est bien une pathologie. Et on peut très bien être harcelé du haut vers le bas, du bas vers le haut, et en transversalité. Donc, il faut à un moment donné, là aussi, qu'on se questionne si on a les outils. Les outils, c'est bien, hein, on peut trouver plein de choses sur Google, mon ami, mais à un moment donné, il faut de l'expertise et il faut des gens. Personnellement, je ne suis pas compétente en matière psychologique, c'est pas mon cursus. Donc, la santé, sécurité au travail, c'est un tout. Tout le monde doit y participer et il faut qu'il y ait une vraie volonté. Et je vais finir là-dessus. C'est pour ça que je rejoins le côté une vraie politique de direction et avec les salariés et aussi des valeurs. Quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre entreprise? Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est garder nos salariés parce que la conjoncture économique est difficile et aujourd'hui, on a toujours lutté pour préserver l'emploi en Nouvelle-Calédonie. Donc, on va demander aux salariés de nous aider dans cette démarche. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, tout à fait. Mais quand je parlais de culturel, c'est-à-dire c'est les mentalités.
Hein, on est bien d'accord. Hein, ça ne déborde pas du tout. Je l'entends complètement. C'est-à-dire que la hein. culture sécurité, nous l'avons pas. Voilà. Ce n'est pas inné. C'est pas des tout petits à l'école qu'on nous apprend. Tout à fait. La sécurité, c'est très compliqué, voire même pire. Moi, la première, hein, quand l'alarme a sonné incendie, je me disais chouette, je vais sécher les maths. Voilà. Mais j'avais jamais compris que c'était pour un exercice d'évacuation. C'est une question de mentalité, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de mentalité à changer. Merci à tous les quatre et merci au public.